Et bonjour à tous, bienvenue de nouveau sur le stand de BPI France. Aujourd'hui, nous sommes à Vivatech. Bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints en ligne et qui nous suivent sur les réseaux. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'animer une table ronde assez particulière qui va traiter justement des grandes questions qu'on se pose sur le continent africain, ses écosystèmes d'innovation. Comment le mesurer, comment mieux le penser, comment l'aborder correctement et surtout comment monter de nouveaux partenariats d'égal à égal sur ces deux continents. J'ai l'immense plaisir d'être rejoint aujourd'hui par Christian, Amina et Maël. Christian Gekinou, qui est le Managing Director de Fanaka. Amina Sambou, qui est du coup conseillère internationale Tech et Services chez Business France. Et Maël Mbaye, qui est notre représentant en Afrique du Nord pour BPI France. Merci à tous d'être là avec nous aujourd'hui. Merci. Je vais commencer par te donner la parole directement. Amina, dis-nous tout. Qu'est-ce que l'image de l'Afrique pour Business France? Quels sont, à tes yeux, les secteurs porteurs? Comment est-ce que tu imagines l'avenir du continent? Merci beaucoup, Amina. Alors moi, Amina Sambou, je suis conseillère internationale chez Business France. Je travaille également pour ce guichet unique pour les entreprises qui souhaitent s'internationaliser, qui s'appelle la Team France Export. La Team France Export, donc c'est un partenariat entre Business France, le réseau des CCI en France et à l'international, mais également BPI France. Donc moi, je vais orienter les entreprises principalement dans le domaine du numérique, partout dans le monde. Donc là où il existe les opportunités, je les oriente sur ces marchés-là. Et il s'avère que dans les entreprises que j'accompagne sur les verticales, que sont les fintech, les edtech, les learntech, également le retail, on a je sais qu'il existe des opportunités. Et donc, quand une entreprise me dit, écoute, Amina, l'Afrique, c'est très bien, mais j'ai une mauvaise expérience, j'ai tenté ma chance, mais ça n'a pas fonctionné, j'ai pas signé derrière, il ne s'est rien passé. Mon rôle, c'est d'être une ambassadrice, finalement, parce que je suis également sénégalaise, pour dire qu'il existe d'incroyables opportunités sur ce marché et que, sur tout marché à l'export, il y aura des facilités et des complexités, et qu'il faut vraiment qu'ils comprennent qu'il y a tout un dispositif, avec cette Team France Export, qui va les pousser, les prendre par la main pour de la découverte jusqu'à une aide à l'implantation, puisque on se rend compte qu'en termes de modèle de développement et pour réussir sur ce marché, c'est vraiment la clé, c'est de s'implanter, c'est de penser local, c'est également d'avoir vraiment, peut-être de mettre de côté des préjugés, d'être ouvert. Et ce qui est assez intéressant à titre d'illustration, c'est que j'ai de plus en plus de demandes d'entreprises, d'entrepreneurs de la diaspora qui font appel au service de Business France, qui a un réseau de bureaux dans 56 pays, notamment en Afrique, pour qu'on les aide en fait à trouver des leads, parce qu'ils ont la culture d'affaires, ils connaissent parfaitement leur pays d'origine, ils ont des attaches, des liens familiaux, mais ils n'ont pas nécessairement en fait la capacité à générer des leads, à trouver des partenaires locaux. Et ce qui est intéressant avec le réseau de la Team France Export, avec Business France notamment, c'est qu'on a tout un réseau d'experts qui connaissent parfaitement leur marché, qui sont binationaux, biculturels, et qui vont les aider en fait à générer des leads. Ils ont une proximité en fait avec des CEO locaux, mais également avec des filiales françaises, également des filières étrangères que ces startups, que ces entrepreneurs français en fait ne pourraient pas atteindre à partir de la France. Donc vraiment, c'est une terre d'opportunités qu'il faut saisir. Excellent, énormément de points sur lesquels on va revenir. Merci beaucoup, Amina. D'ailleurs, justement, on est véritablement témoin d'une grosse effervescence par rapport au continent africain. On l'a vu le 2 juin dernier à Abidjan, à Inspire and Connect. On l'a vu sur cette dernière année où l'Afrique a fait partie de l'actualité française, notamment sur le business, notamment sur la tech. Comment est-ce qu'on fait pour rendre cette effervescence pérenne? Comment est-ce qu'on fait pour que ça ne soit pas un one-shot? Christian, c'est vers toi que je me tourne pour cette question. Comment on fait pour que ça ne soit pas one shot? Je pense que c'est une très bonne question. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que on a une jeunesse aujourd'hui au niveau du continent qui est beaucoup plus ouverte sur le monde. Donc, pendant longtemps, on a eu des marchés qui étaient peut-être un peu plus fermés, donc on ne savait pas trop ce qui se passait ailleurs, et donc on consommait peut-être sans se poser trop de questions. Alors que là, aujourd'hui, on a une jeunesse qui est très ouverte sur le monde et qui sait exactement qu'est-ce qu'il y a comme technologie, qu'est-ce qu'il y a comme solution, comment est-ce que ça se passe. On a aussi la facilité d'avoir des jeunes qui accèdent beaucoup plus facilement à de la connaissance, donc qui ont des talents
Et pour moi, c'est fondamental d'avoir une approche gagnant-gagnant, comme on dit, mais non seulement gagnant-gagnant, mais aussi d'égal à égal. Je veux dire, c'est important de ne pas juste percevoir, parce que j'entends beaucoup, hein, il y a une effervescence, on a parlé de marché, et donc il y a une réflexion en fait qui voudrait peut-être faire croire que l'Afrique finalement c'est juste un marché, donc on va aller sur un marché, on va aller vendre des produits, et si on a cette approche-là, on va faire des one-shots, et on va créer aussi, dans certains cas, un peu de défiance, parce que bon, finalement les gens ne sont pas si stupides que ça, donc ils savent ce qui se passe ailleurs, donc c'est hyper important d'avoir une approche très partenariale, donc de se dire je vais travailler avec des acteurs, je vais identifier des partenaires, comme l'a dit Amina tout à l'heure. On va monter ensemble du business dans une logique très partenariale, mais vraiment d'égal à égal. On va monter des joint ventures pour développer du business et pas juste, j'ai un marché, je vais recruter peut-être quelques commerciaux et on va aller chercher du business sur le marché. On a eu des expériences qui ne sont pas forcément très bien passées parce qu'il n'y avait justement pas une très bonne prise en compte de l'environnement, des environnements. Il n'y avait pas forcément une très bonne compréhension, une compréhension fine du marché parce que les analyses macroéconomiques qu'on peut avoir ou les études de marché qu'on fait ne suffisent pas pour comprendre un marché. Il faut vraiment prendre le temps de discuter avec des acteurs et de collaborer. Bon, il faut trouver les bons partenaires. Je pense qu'avec Business France, avec la BPI, on peut arriver à trouver des bons partenaires. Et c'est avec ces partenaires-là qu'on construit du business dans la durée et qu'on peut aller au-delà de faire des cours, de faire du one-shot. Absolument, et ça c'est une mission que je considère extrêmement essentielle pour l'avenir justement des relations économiques et commerciales qui vont lier ces deux pays, mais aussi des relations en termes d'innovation et d'innovation de rupture. Ne plus penser justement l'Afrique comme seulement un territoire de jeu pour le commercial, mais bien un territoire d'apprentissage et un laboratoire d'idées sur lequel les entrepreneurs français et les entrepreneurs africains aussi diversifiés et aussi large ce panel puisse-t-il être, puissent travailler ensemble. Maël, je te vois avoir l'envie justement d'intervenir. Je sais que ce sujet te tient à cœur. Non, mais peut-être juste pour compléter ce que Christian et Amina ont dit, tout à fait d'accord avec vous. Et je pense que ce qui est d'autant plus intéressant par rapport à l'effervescence que tu mentionnais, c'est qu'aujourd'hui, on réalise aussi que les écosystèmes de start-up et d'innovation se consolident de plus en plus sur les différents marchés africains. Et je pense que Amina comme Christian le constate également au quotidien. Et que ça soit déjà au niveau des États où on voit de plus en plus d'acteurs publics. On prend le cas par exemple de la Tunisie, mais je pense qu'on pourrait prendre le cas même du Sénégal, où il y a des programmes dédiés aux startups où l'on va essayer à la fois de mettre en place des mécanismes de financement et aussi d'investissement avec des fonds de fonds pour attirer des investisseurs étrangers. On va aussi avoir des programmes d'accompagnement où on voit, et notamment le Covid, la crise Covid l'a montré, où on a vu quand même une accélération du développement de structures d'accompagnement type incubateur, accélérateur et autres à l'échelle du continent. Et ensuite, la question de l'accès au financement pour ces startups avec tout le volet de la digitalisation aussi du financement qui commence, j'ai l'impression, du moins petit à petit aussi, à s'accélérer et à faciliter l'accès au financement pour de jeunes entrepreneurs et innovateurs sur le continent. Et justement, ça me permet de vous emmener tous les trois vers une question qu'on se pose aussi beaucoup. On parle justement de ces écosystèmes d'innovation et de ce monde de start-up qui se consolide de plus en plus sur le continent. Le mot qu'on entend le plus souvent aujourd'hui, c'est fintech. Fintech, 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 le secteur le plus porteur, le secteur qui lève le plus de fonds. Est-ce qu'il n'y a que la fintech en Afrique? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres écosystèmes, d'autres secteurs, d'autres verticales qui sont tout aussi innovantes, qui vont tout aussi loin, mais peut-être n'ont pas la même notoriété, notamment sur la question de la levée de fonds? Oui. Non, mais je pense effectivement que on parle beaucoup de fintech. Je pense aussi que c'est parce qu'on a perçu l'innovation en Afrique via notamment le très célèbre M-Pesa. Et du coup, on s'est dit, waouh, en Afrique, on utilise le mobile pour faire du paiement. Et donc, on a eu un peu cette entrée-là. On est entré en fait par cette porte. Et c'est vrai que la fintech, ça se développe énormément en Afrique. Hein, ça, notamment dû à des raisons que je ne vais pas rementionner ici. Mais ça se développe énormément. Mais il n'y a pas que la fintech. Il n'y a pas que la fintech. Il y a énormément d'autres secteurs qui se développent. Il y a la logistique, la livraison. Enfin, ça, c'est des secteurs qui se développent à vitesse grand V, qui sont des secteurs aussi où on a tout de suite un réel impact sur l'amélioration des conditions de vie des populations.
On a des secteurs comme l'agriculture, l'agritech par exemple, où il y a des choses intéressantes qui se font, qui sont vraiment extraordinaires. Avec la crise du Covid aussi, on s'est rendu compte qu'il y avait de plus en plus des startups dans la santé, dans la health tech, qui intervenaient sur pas mal de sujets. Donc il y a beaucoup de secteurs. Il n'y a pas que la fintech. La fintech intéresse parce qu'on a l'impression que on peut aussi avoir de fortes valorisations. Il y a beaucoup d'argent à gagner, mais justement, il faudrait qu'on aille au-delà de ça. Justement, ma question qui va suivre est celle des métriques. En fait, comment on mesure justement un écosystème innovant? Comment on mesure en fait l'attractivité, on va dire, d'un écosystème? La métrique qu'on utilise souvent, s'agissant de l'Afrique, est bien celle de la levée de fonds. Est-ce que c'est la seule? Est-ce qu'on peut penser à la métrique d'impact aussi? Est-ce qu'on peut penser à d'autres façons de mesurer et de peser justement le niveau de potentiel en réalité d'un écosystème? Maël? Oui, tout à fait. En effet, la question de la levée de fonds aujourd'hui, elle reste d'ailleurs assez cruciale et centrale, que ça soit en Afrique ou ailleurs. Et c'est aussi un élément peut-être positif de se dire qu'aujourd'hui, il faut arrêter aussi de considérer les marchés africains comme des exceptions par rapport aux marchés européens. En Europe, on regarde la levée de fonds, regardons aussi la levée de fonds en Afrique. Néanmoins, et pour rebondir aussi sur le point que tu disais, le digital et notamment le paiement digitalisé a été, on va dire, un peu le fer de lance pour approcher les marchés africains. Or, en fait, il n'y a pas que de l'innovation digitale incrémentale, il y a aussi de l'innovation de rupture, il y a aussi de l'innovation à impact. Et aujourd'hui, on voit de plus en plus d'acteurs et de startups qui se distinguent sur ces marchés-là, que ça soit au Maroc dans les énergies solaires, que ça soit dans la santé, que ça soit bref. Et donc, je pense que, comme tu le dis, il y a à la fois le volet à impact, le volet extra-financier aussi à considérer par rapport à l'analyse et à la profondeur de ces marchés-là. Et je dis ces marchés-là parce que c'est aussi important, l'Afrique n'est pas un marché, c'est pluriel. Voilà. Non, j'ai envie quand même de rebondir, pardon, Amina. Oui, pardon, pour compléter sur la fintech. Effectivement, on constate chez Business France vraiment un fort intérêt en fait, parce qu'il y a tout simplement de la demande. Donc finalement, on est assez, c'est simple. Donc on a une offre, une demande locale, et on essaye de faire venir donc des startups françaises qui apportent en fait des solutions. Il ne faut pas laisser les anglo-saxons, les anglais, les américains, d'autres pays en fait s'installer, parce qu'il existe des opportunités pour les entreprises françaises. Il y a une libéralisation dans certains pays comme le Nigeria, où on aura une forte demande de solutions de wallet, notamment pour les telcos. Et finalement, on répond à une demande locale, et on va orienter les entreprises françaises sur ces pays pour cette raison. Christian? Non, juste pour ajouter un petit point, je vais être totalement dans le sens de ce que disaient Maël et Amina d'ailleurs, mais je voudrais quand même nuancer sur un aspect. Je pense qu'on a des marchés aussi où on a une très forte financiarisation de l'économie. Enfin, quand on prend les marchés occidentaux, on parle de valorisation parce que il y a des capitaux, on peut facilement aller lever de l'argent, et on est aussi dans des logiques de valorisation de blitzscaling, où en fait la logique finalement c'est je monte une start-up, j'essaie de la faire grandir, de la valoriser très rapidement pour potentiellement la revendre et passer à autre chose, donc avec une vraie logique de plus-value. Et je pense que ce serait quand même une erreur de regarder les marchés africains avec la même grille, parce que justement on n'a pas une économie aussi financiarisée qu'on pourrait l'avoir ailleurs, et du coup, alors qu'on a de vraies problématiques de développement. Donc c'est hyper important d'avoir des indicateurs comme le nombre d'emplois créés. Moi j'aimerais par exemple, plutôt que je regarde beaucoup de documents où chaque semaine on a les startups africaines ont levé tel montant. J'ai bien envie de lire aussi les startups africaines ont créé tel nombre d'emplois, ou les startups africaines ont réglé tel nombre de problématiques. Et là, c'est des réelles leçons qu'on irait tirer de ce genre d'indicateurs. Sachant que peut-être juste pour rebondir sur ce point, à cela s'ajoute donc la notion d'analyse de risque ensuite des entreprises. Et peut-être qu'à un moment donné, il serait aussi intéressant de se projeter non pas sur du haut de bilan, le capital, mais voir ensuite plutôt la création de richesse, comme tu le disais, exactement, et évaluer à partir de là le risque différemment pour faciliter l'accès au financement. Et je pense que cette question d'appétence au risque est vraiment cruciale dans la façon dont on évalue justement ce type de marché. Aujourd'hui, on le sait, le continent est sous-financé, et perçu en fait comme à haut risque et à très peu de valeur ajoutée par les investisseurs du fait des agences de notation, notamment qui vont grade les pays, mais par la même occasion l'écosystème financier dans lequel il existe. Et c'est pour ça que tous les trois, je vous rejoins énormément sur cette question.
Il y a des mesures d'impact qu'on est à peine en train de mettre en place ici en Europe, qui sont de l'ordre de l'évidence sur le continent africain et qu'on devrait davantage valoriser et qu'on devrait quantifier et chiffrer davantage. Mais ma question aussi par rapport à ça, c'est, tu le disais tout à l'heure Maëlle, la grande disparité qui peut exister justement à l'intérieur du continent africain. C'est 54 pays, c'est une multiplicité de langues, de gestion, de perception, d'écosystèmes, de questions fiscales, de questions juridiques, de réglementation. Est-ce qu'au final, l'espèce de constat permanent qu'on fait que l'Afrique anglophone est aujourd'hui terre d'opportunités bien plus que l'est l'Afrique francophone, une prophétie un peu autoréalisatrice qui fait qu'on mène les entreprises constamment vers l'Afrique anglophone et qu'on oublie peut-être cette Afrique de l'Ouest et cette Afrique centrale, je plaide ma cause, mais cette Afrique de l'Ouest et cette Afrique centrale qui a aussi beaucoup à donner et qui joue notamment sur ces questions de risque et d'impact. La question est à tous les trois. Si tu veux, Maëlle, je te laisse commencer. Je pense que c'est pas une question simple. Néanmoins, bon, je te rejoins du fait que, en effet, dans le discours, on va dire très global, il y a un fort focus sur l'Afrique de l'Ouest. Je pense que tout d'abord, c'est lié à une question culturelle, probablement, qui peut peut-être s'ajouter aussi à une question de régulation, qui sait, à voir, hein, c'est aussi un point important. Néanmoins, aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest comme en Afrique du Nord, on voit de très belles boîtes qui sont en train de se monter. Il y a 2 semaines, j'étais à Abidjan, j'ai pu rencontrer, que ça soit Omar Cissé d'InTouch, ou alors la start-up Jamo, et j'en passe. Il y a de belles choses qui sont en train de se monter. C'est une question ensuite peut-être de visibilité qu'on veut donner à ces écosystèmes. Là, je me tourne vers vous deux pour le coup. Si je peux peut-être compléter ton propos, Maëlle. Encore une fois, c'est un constat par rapport au volume d'entreprises qu'on accompagne. Le constat est le suivant, c'est que par rapport aux secteurs qui sont prioritaires, donc tels que l'éducation, donc les EdTech, la formation professionnelle, ce sont surtout ces 2 secteurs en fait des services. On constate effectivement un fort intérêt des entrepreneurs français pour la zone francophone, parce qu'ils se disent qu'il n'y a pas de souci d'adaptation, que c'est facile. Voilà, ils sont sur un terrain ami entre guillemets, et c'est beaucoup plus simple. Et on constate que des ETI qui sont déjà présentes à l'international, qui ont une vraie expérience de l'international, auront en fait, prendront peut-être le risque, peut-être que ce n'est même pas un risque, d'aller plutôt sur les pays comme le Rwanda, le Kenya, l'Afrique du Sud et le Nigeria, parce qu'ils estiment qu'il y aura tout simplement plus de business. Je vois très bien, Christian, si je te laisse rajouter quelque chose si tu en as envie. Non, pas grand-chose. Effectivement, on va là où il y a du business, ou on va là où on a l'impression qu'il y a du business. Ça, c'est fondamental. Et donc, réellement, on a l'impression qu'il y a du business dans les gros marchés. Quand on prend aujourd'hui les pays les plus peuplés en Afrique, on prend les 10 premiers pays les plus peuplés en Afrique, je pense qu'on a que la RDC qui est un pays francophone. On a des pays comme le Nigeria, l'Afrique du Sud, l'Égypte, etc. Et donc forcément, c'est là où il y a aussi des marchés. Enfin, et donc on a tendance à se concentrer sur ces marchés-là. Bon, c'est quand même un peu dommage parce qu'effectivement, il y a du business ailleurs. Tu parlais de la Côte d'Ivoire, il y a le Sénégal. Il y a aussi, comme tu l'as dit, une proximité quand même linguistique. C'est beaucoup plus facile de faire du business quand on parle la même langue. Et donc, ça, c'est quand même un facteur très, très important. Et peut-être pour finir, il faut quand même dire qu'on a l'OADA qui regroupe un certain nombre de pays et où, pour le coup, il y a une uniformisation du droit des affaires. Et donc, ça permet aussi de faciliter, d'envisager plutôt des marchés, pas des marchés nationaux, mais plutôt des marchés régionaux. Absolument. Je te rejoins beaucoup sur la question du marché régional et de la régionalisation de cette perception-là, qu'on puisse cibler en fait des zones spécifiques et pas juste l'Afrique dans un grand large ou l'Afrique anglophone dans un grand large. Mais maintenant, j'en arrive à ma dernière question que je poserai également à tous les trois, parce que je pense que vous êtes tous les trois, moi incluse, concernés. Qu'est-ce qu'on fait des diasporas ? Quel est le rôle justement de ces diasporas ? Quel est le rôle en tant qu'ambassadeur ? Quel est leur rôle pour mieux favoriser justement la création d'écosystèmes qui ont un pied ici et un pied dans leur pays d'origine ou dans leur pays de cœur ? Comment on fait justement pour les encourager, les mener vers plus d'entrepreneuriat à double nationalité, j'ai envie de dire ? Je crois. Okay. Bon, j'ai l'impression quand même que depuis quelques mois, ou pour ne pas dire oui, depuis quelques mois, il y a une vraie prise en compte justement de ces diasporas-là. Enfin, moi, je suis en France depuis de nombreuses années et ça a toujours été difficile justement de porter ce message-là.
Et là, je vois pas mal d'outils. Il y a le Pass Africa de BPI, justement, et bravo pour ça. Il y a énormément de dispositifs qui tiennent compte de cette logique-là et qui comprennent qu'avec la diaspora, on peut créer des ponts parce que la diaspora, forcément, a une meilleure connaissance de l'environnement de par la famille, de par l'histoire, etc. Et donc, oui, moi, je pense que la création de ces dispositifs spécifiques peut permettre justement de profiter un peu plus de la richesse que constitue la diaspora pour développer du business en Afrique. Ouais. Amina, qu'est-ce que tu en penses? Écoute, oui, qu'est-ce que je peux dire de plus, hein, c'est les diasporas, ce sont des passerelles, hein, voilà, des facilitateurs pour moi. Ils entraînent, voilà, une pratique. Enfin, c'est vraiment vertueux en fait. Hein, c'est en termes de comment dire, ce sont des passerelles. Voilà, pour moi, ils amènent une pratique des affaires, la manière française de faire du business dans des pays où ils peuvent entraîner également des entrepreneurs français et les aider en fait dans leur acculturation, parce que encore une fois, il faut que les entrepreneurs français vraiment se saisissent et comprennent quels sont les enjeux au niveau local, parce que de cette manière-là que je pense qu'ils peuvent réussir le mieux. Maël, à toi le mot de la fin. On parlait d'effervescence, au final, je pense que cette effervescence liée à la diaspora s'explique d'autant plus qu'aujourd'hui on peut partager les histoires et les succès sans trop de problèmes via les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, qu'on soit à Dakar, Lomé, Abidjan, Johannesburg, Paris ou autre, en fait, aujourd'hui déjà, on peut voir ce qui se passe des deux côtés. Et à mon avis, c'est déjà un élément important qui permet aux diasporas aussi de contribuer à ce nouveau narratif de la jeunesse entrepreneuriale africaine, et qui rejoint notamment ce que mentionnait Christian, qui est aussi la volonté du Pass Africa avec le Conseil présidentiel pour l'Afrique, de montrer que en fait, il est possible aujourd'hui de pouvoir entreprendre, que l'on soit à Bordeaux et à Lomé, d'avoir son entreprise dans les énergies solaires et de quand même réussir à développer du business, de pouvoir bénéficier des écosystèmes et des soutiens et autres financements des deux côtés, tout en créant cette passerelle, ce pont. La diaspora aussi, c'est une expertise technologique, c'est une expérience qui vient renforcer l'excellence locale. Et ça, c'est un point important qui permet aussi d'accélérer les choses. Merci Maël, merci Amina, merci Christian, merci à tous nos auditeurs aujourd'hui de nous avoir rejoints pour cette conférence. Je m'appelle Amina, je travaille à l'innovation de BPI France et j'ai été ravie de vous accueillir aujourd'hui. Merci encore et à très bientôt. Merci. Merci.